Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 5 octobre 2022. Cela fait aujourd'hui exactement 5 ans qu'éclatait l'affaire Weinstein, qui a été l'initiatrice du mouvement MeToo qui a secoué toute la société. Mais évidemment, l'affaire a aussi révélé l'énorme chape de plomb qui pèse sur le monde du cinéma, puisque Harvey Weinstein a pu opérer en toute impunité pendant plus de 20 ans. Évidemment, il serait naïf de croire que notre petit pays est immunisé contre ce genre d'événements. Des collectifs comme Paye ton tournage sont là pour nous démontrer, témoignage après témoignage, que le problème est un problème de fond. Ce vendredi 30 septembre avait d'ailleurs lieu une rencontre-débat autour des problèmes des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma belge francophone, en prélude à des cycles de formation qui auront lieu dans le courant du mois d'octobre. Avant d'aller plus loin, les précautions d'usage. Je suis, par la force des choses, dans le camp des dominants dans cette question. Je suis un homme, blanc, cisgenre, je n'ai donc aucune légitimité pour parler au nom des victimes. Par contre, je me sens un petit peu plus légitime à parler de cinéma et surtout de mode de production. Et c'est sur ce plan-là que va continuer le reste de ma chronique. Parmi les gens invités dans ce panel, il y avait un seul homme, et cet homme était assureur. C'était donc un petit peu le seul représentant du monde économique dans le panel de discussion. Très vite, les débats se sont tournés vers cette question économique précise. Que se passerait-il dans le cas où un tournage devait être arrêté suite à une agression sexuelle par l'une des personnes les plus importantes sur un tournage, réalisateur, producteur ou acteurs principaux? L'assurance pourrait-elle intervenir dans un tel cas, et si oui, à quelles conditions? Évidemment, ce genre de questions en pose plein d'autres. Où se trouve la responsabilité? Où se trouve le risque? Comment le calculer? L'assureur pourrait-il se retourner lui-même contre un des responsables, voire même contre la personne qui a perpétré le crime? Pourrait-elle décider de refuser d'assurer un tournage ou d'augmenter ses primes si l'un des membres de l'équipe est déjà soupçonné d'agression sexuelle? Mais dans ce cas-là, existerait-il une liste noire, comme nous l'avons appris, il existe déjà pour d'autres problèmes? L'une des solutions évoquées a été celle de la création d'une sorte de référent pour les questions de violences sexistes et sexuelles. Une personne capable de réceptionner la parole des victimes, d'enquêter et de prendre des décisions en toute objectivité. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser que ces solutions ne peuvent être que temporaires, car ce genre de solution ne traite que les problèmes personnels. La longue liste des témoignages qui nous a été lue lors de cette conférence nous l'a pourtant prouvé. Il y a une réelle structure derrière les agressions sexuelles. Une structure en deux axes. D'un côté, le pouvoir. Les agresseurs sont profs, chefs de poste, réalisateurs, producteurs. De l'autre, il y a la précarité. Les jobs sont faits d'une succession de CDD qui sont entrecoupés par des passages par le chômage. Du coup, la question se pose systématiquement. Si je l'ouvre, si je me plains, que se passera-t-il de ma carrière? Est-ce que demain, j'aurai encore un autre job? Et donc, il y a lieu de se poser la question. N'est-ce pas dans la manière même de faire des films, dans la manière dont est structurée l'industrie cinématographique, que se trouve la racine du problème? Ce ne serait pas alors par l'instauration de quotas ou par la création de safe places qu'on aboutirait à une solution de long terme, même si elles sont évidemment indispensables pour les solutions de court terme, mais dans l'élimination des structures de pouvoir. Et dans un deuxième temps, dans la création d'une véritable sécurité de l'emploi pour les travailleurs et les travailleuses du secteur. C'est ce que nous essayons de faire au sein de notre coopérative de travailleurs et des travailleuses de l'audiovisuel. Trouver une troisième voie entre le laisser-faire et la répression. Une voie dans laquelle ce genre d'acte ne serait peut-être pas totalement impossible, mais en tout cas fortement autorégulé. Alors j'entends bien en disant cela que tout cela peut avoir l'air assez naïf, que nous parlons d'objectifs lointains, voire presque inatteignables. Ce à quoi je répondrais en retournant la proposition. N'est-il pas plus naïf de croire qu'on pourra résoudre le problème par la simple magie de l'économie, ou en faisant appel à la simple bonne volonté de chacun et au courage de chacune? À la semaine prochaine.